Le quai d'Édipsos. C'était donc ce rafiot taché de rouille qui me sortirait du nord de l'île. Pourquoi pas? Sur qui d'autre aurais-je pu m'appuyer? J'avais d'abord songé à gagner un poste de police, mais l'absurdité d'une telle démarche m'était apparue sur le champ. J'ignorais le grec, présomption défavorable, et que raconter sinon que j'avais entaillé 2 pneus? Au mieux, on me prendrait pour un fou, je serais gardé à vue, et mes poursuivants, contre lesquels je ne détenais aucune preuve, auraient tout loisir de me rattraper. La seule issue était de fuir au plus vite, loin de ce péril imprécis dont la menace m'avait possédé, dans une hallucination tenace, difficile à éponger complètement. J'avais échappé sans mal parce qu'il me tenait pour inoffensif. À l'avenir, il serait moins désinvolte. Et bien qu'étant sans doute l'objet d'une erreur, je ne pourrais m'expliquer que vivant. Mon exaltation s'était calmée au souvenir des moments où je marchais sans parvenir à penser. Je ralentis et m'arrêtai à l'ombre d'un platane. D'un mouvement brusque, j'ai tiré la carte 2B de ma poche revolver. La couverture de carton se déchira et une enveloppe blanche glissa sur le siège. Et soudain, organisant le désordre dans lequel je m'empêtrais, un enchaînement logique, rigoureux, clarificateur afflua. Schéma qui réintroduisait des rapports de causalité dans un agglomérat de faits disjoints. L'inconnu de Kalkis, traqué, confie un message dans l'urgence à un touriste britannique qu'il espère banal, ignorant que sa voiture sport rouge le fera remarquer. L'aubergiste du col pousse l'anglais dans sa citerne. Pendant qu'il s'essuie, on fouille la Triomphe. Sans résultat, la lettre s'étant logée dans la couverture de la carte. On envoie des spécialistes, mais ils portent la lettre sur lui, en toute ignorance. Trop clair et trop rigoureux. Il n'y a aucune raison sérieuse de supposer la complicité de l'aubergiste. Mais l'illumination logique me submergea au point que je n'entrevis aucune autre possibilité. Et j'ai conclu hâtivement à une affaire d'espionnage, imaginant des réseaux complexes et des frontières surveillées. Qu'importe, on ne badine pas non plus avec les aventures galantes dans ce pays. Et si j'ai roulé 2 truands, ils chercheront à me le faire payer. Les lauriers roses avaient disparu. Un paysan et son bourricot passèrent, je me détournai. L'homme avait cessé d'être un banal ânier, transformé en indicateur possible, probable. L'immense filet du rétiaire s'abattait sur moi. Il me fallait fuir. J'ai examiné la carte. Au nord-ouest, une ligne pointillée révélatrice d'une liaison maritime reliait Édipsos à Lycadès sur le continent, où je disposerais de plus d'espace. La conduite rapide sur cette mauvaise route de terre et de pierraille, les bonds de la TR6 sous les coups d'éperon de l'accélérateur me rendirent l'assurance entamée. Fraternité d'armes avec les chevaliers qui aimaient leur destrier et méprisaient le piéton, trop lent, trop gauche, trop vulnérable. Le ronflement du moteur me protégeait, m'affirmait qu'il suppléerait mes défaillances. Et je sentis que je ne pourrais pas abandonner la Triomphe, car on ne coupe pas un centaure à la taille sans qu'il en meure. Je n'ai pas eu besoin de traverser la ville. Le quai, d'une blancheur dure, s'étend quelques centaines de mètres avant Édipsos. Le bateau est en vue, et la coïncidence de nos arrivées me paraît naturelle. 3 automobiles attendent, alignées près d'un marchand de beignets. Je stoppe derrière la 3e et descends en titubant. Nous avons tenu le 90, performance que j'aurais la veille encore estimée impossible sur ces pistes bosselées.
Je relève sur le front mes lunettes enveloppantes et caresse le capot de la Triomphe. Il est brûlant. Parenthèse. Au moment cruciaux où le temps s'accélère, le cheminement devient grimpé d'un escalier en spirale. Chaque marche dévoile un ordre nouveau sous un angle neuf. Et puis, un palier interrompt l'ascension, un palier plat, où il ne se passe plus rien de significatif, plus rien qui introduise une empreinte, une connaissance, ne se présente qu'une séquence pittoresque dans le caméscope d'un touriste, clinquante et creuse. Épisode qui casse l'épure du vecteur orienté, réintroduit dans l'univers éclaté du quotidien et sa succession somme toute répétitive, cyclique, d'anecdotes. Mosaïque désaccordée, loin de la beauté du roman d'aventure et de sa progression délivrée du décousu. Un homme en veste blanche, sale, casquette avachie sur la tête, s'avance. Il gesticule et lève frénétiquement le menton de bas en haut en répétant « Ohi, ohi ». Engourdi, je le regarde tendre la main, écarter 3 doigts, m'indiquer les voitures en file. Le geste signifie clairement que le vapeur ne peut embarquer que 3 autos. J'acquiesce de la tête, bien que, en fait, je ne me sente pas visé. Il suffit de prendre la place de l'un des 3 véhicules. Tous portent des plaques d'immatriculation grecques. Le conducteur de la Mercedes gris-perle est gras, et une petite moustache trop soignée s'étire sous ses narines. À côté de lui, une jeune femme brune s'ennuie. Le soleil tape fort. De petits points fluorescents sautillent sur les vaguelettes. Je me tiens debout, bras ballants, dans une odeur de friture mêlée aux senteurs de sel. Le bateau grossit, un vapeur désuet dont je devine de loin les plaques de tôle rouillées. La chaleur du ciment traverse la corde de mes semelles. Une vague nausée m'affadit. Je n'aurais pas dû piloter tête nue. « Do you speak French ?» Il est absurde de poser la question en anglais, mais très détaché, très loin, je m'observe avec indifférence. L'homme fait un geste de dénégation et désigne sa passagère. Spectateur de moi-même, je suis des yeux avec curiosité un Anglais dégingandé, aux cheveux blondasses ébouriffés, quelque peu comique. Il contourne la Mercedes lentement en passant devant le capot. Il faut que je m'embarque aujourd'hui sur ce bateau. Pouvez-vous me céder votre place ? La jeune femme hausse avec surprise des sourcils élégamment maquillés et traduit. L'homme répond brièvement. Il vous demande pour quelle raison vous êtes si pressé. L'Anglais a l'impression qu'elle désire l'aider. Le conducteur a été plus tranchant et s'abstient ostensiblement de le regarder. Ma mère est très malade. Elle se trouve du côté de Salonique. Il faut que je la rejoigne. Il a inventé cette fable sans calcul, mais je ne sais plus qui parle. Je regarde un pauvre garçon inquiet pour sa mère mendier une faveur, prêt à toutes les abjections. Ce que j'appelais moi s'est éclipsé. Nous pourrions peut-être vous prendre avec nous, suggère la jeune femme. Elle est belle, avec de grands yeux tristes en amande. Il lui sourit. Le bouffi graisseux fixe la mer en se renfrognant encore davantage et en gardant son panama sur la tête. Il a envie de faire sauter le chapeau par la portière d'un coup sec de 2 doigts courbés en ressort. Résurgence imprévue d'une impertinence de collégien. C'est impossible, ma mère habite actuellement assez loin de Salonique. Elle parle au poussa qui rétorque sèchement, puis se tourne à nouveau vers l'Anglais. Il fait très chaud. Je suis vraiment désolé.
L'inflexion de la voix et la gravité du visage expriment la sincérité. Mais il ne veut pas. L'Anglais sourit et s'éloigne en direction de la deuxième voiture, une vaste et vieille guimbarde noire dont il ignore la marque. 2 matelas attachés avec des ficelles surmontent le toit. L'intérieur est plein de visages qui l'examinent de leurs yeux ronds par les vitres baissées et les portes ouvertes. Un joint de goudron fondu englue ses espadrilles. L'air vibre, semé de petites taches d'or. Ces gens-là ne parleront pas de langues étrangères. Je retourne vers la Mercedes et m'adresse directement à la jeune femme. Ses yeux scrutent un lointain indéfinissable. Au port de Bassora, lorsque le prince victime du sorcier s'embarqua pour le Cathay, 2 longs yeux lui rappelèrent l'amour et la mélancolie ne le quitta plus. Bassora, bariolé de chaleur éclatante. « Excusez-moi, je n'ai pas compris. » J'ai sans doute rêvé à voix haute. « Pardonnez-moi. Je désirais vous demander comment il me serait possible d'expliquer aux gens qui peuplent la voiture stationnée derrière la vôtre. » Les mots s'enfilent à la suite les uns des autres en un automatisme que je ne parviens pas à maîtriser. J'enraye brutalement le mécanisme. Elle me regarde. Ses prunelles sont très sombres. Réfléchit. Sort de la boîte à gants un carnet en crocodile, écrit quelques lignes, arrache la page et me la tend. Des yeux abyssaux. Elle ajoute rapidement « J'aimerais tant que vous puissiez embarquer. » Cette fois, je ne dis rien. Je la soupçonne de n'être pas dupe. « Avez-vous un malaise? Voulez-vous un cachet d'Aspro? » Un cachet d'Aspro à Bassora? Non merci, c'est simplement l'anxiété. Elle adopte une mine de circonstance. Il y a maintenant beaucoup de gens sur le quai, rassemblés tout à coup sans que je les ai vus venir, et partout des cajots de volailles caquetantes. L'Anglais redevient spectacle. Il tend le papier au petit homme sec et abondamment moustachu qui conduit la voiture noire. Lecture à haute voix, posée, silence attentif des passagers, et d'un coup éclate un brouhaha où la grosse femme assise à côté du chauffeur semble jouer le rôle principal. De tout âge, ils parlent tous en même temps, avec par moments des éclats qui ressemblent à de la colère. Quelqu'un pousse des gémissements aigus en se tordant les mains. L'homme s'efforce visiblement d'affirmer une autorité que chacun néglige. Enfin, la grosse femme parle sur un ton de commandement. De nouveau, silence. D'abord un large sourire maternel à l'égard de l'Anglais, et elle se lance dans une tirade d'une étonnante volubilité destinée au conducteur. Ma nuque se raidit. J'ai sans doute attrapé un coup de soleil. Il fait très chaud. L'homme jette un coup d'œil féroce et tire sur le démarreur avec violence. La grosse femme sourit en approuvant de la tête, et comme le moteur refuse de tourner, elle interpelle sévèrement son mari en roulant des yeux furibonds. À l'arrière, la colonie d'enfants applaudit en exhibant une joie exubérante. Ce qui doit être une grande sœur regarde l'étranger avec commisération. Il me faut quitter le B, je ne sais plus précisément pourquoi. À chaque mouvement, de fines gouttelettes tombent du ciel. Je répète du ton le plus convaincu possible « Efkaristo, Efkaristo ». La voiture démarre dans un bruit de ferraille, la boîte de vitesse grince, je regagne la Triomphe. Les 3 autos sont arrimées sur le pont arrière, dans la position où chacune a pu se caser, sans ordre. D'un paquet informe sortent des ronflements qui portent jusqu'à moi des relents d'oignons. La douleur de ma nuque s'irradie au long des vertèbres. J'aimerais que les animaux fabuleux et les dieux qui peuplent la mer en crèvent la surface noire. La Mercedes repose sur le pont, astiquée, rutilante. La jeune femme était belle.
aux seins lourds comme ceux de la Sulamite que je rêve d'envelopper dans la clarté impalpable avec les raffinements d'un érotisme insolent, étreintes développées en longs plis harmonieux dans une complicité silencieuse. Des profondeurs montent une ferveur fiévreuse, sans fatigue, sans peur, sans somnolence. L'avenir se déploie dans sa nouveauté et j'en suis le maître. Je me redresse pour boire longuement l'air de la nuit. Les étoiles cloutent le ciel, ainsi qu'au temps d'Homère. Un puissant engourdissement m'accable brusquement, piquant mes yeux de menues aiguilles. Dans l'ombre, Pan ricane, en retroussant ses lèvres sur des dents pointues. Et cette queue de cheval dont les mouvements brouillent ma vue est celle d'un satyre. Je me laisse glisser sur le plancher du pont. Des masques dansent autour de moi. Je ferme les paupières. Thessalie. 1. Centauromachie. Course-poursuite. J'ai franchi la mer, l'eau noire de nuit engloutie, et laissé sur la rive le fouillis de serpents qui s'enroulaient autour de mes chevilles pour me retenir dans les marécages du passé. Devant moi s'étend la route vers le nord, où donnait champ à l'explosion du galop en étincelles de feu, à travers cette Thessalie qui fut le pays des centaures. Le vent frais du petit matin glisse sur mes joues. Nul véhicule ne me suit, et l'espoir se précise que, en roulant vite, j'atteindrai la frontière avant mes éventuels poursuivants, probablement détectives privés dont j'ai exagéré la puissance dans mon désarroi remonté de la confusion lourde d'un très ancien passé. Alors, je vivrai de nouveau dans un monde clair et intelligible, où il est naturel de se raser, de changer de linge, de passer la soirée dans un bar. J'alimente la Triomphe à un poste d'essence neuf, éclatant de pourpre phénicienne, et accomplis le rituel. Surveillance du pompiste, surgonflage des pneus en vue d'une conduite rapide, contrôle des niveaux d'huile et d'eau, lavage du pare-brise, adjonction d'eau distillée dans la batterie. La carrosserie est blanche de poussière, mais foin de l'esthétique. Puissance du rituel observée avec sérieux et concentration. Les gestes propitiatoires exécutés dans l'ordre voulu ont tissé un réseau protecteur qui réintroduit dans l'univers des actes connus, prévisibles et par là même rassurants. Passage rapide des intermédiaires. Le vent tiède soulève, emporte. 4e, l'état de la route permet de brancher l'overdrive. Virage, décélération, embrayage de la 3e, accélération en amorçant le tournant, les pneus accrochent. Le mouvement uniformément accéléré qu'accompagne le vrombissement renforcé suit une courbe sans défaut qui débouche à 120 dans la nouvelle fraction rectiligne de la route. Ivresse de piloter, d'harmoniser parcours et vitesse, de cisailler les tournants. Musique barbare du moteur déployée du grondement à la stridence. Légère pression sur l'accélérateur. Le moteur répond sans trou ni temps mort et le capot s'élance. Flèche jaillit de la corde brusquement détendue dont la puissance se prolonge dans le torse, se coule jusqu'aux doigts. Bonheur d'être un centaure. Que demeure en arrière l'anxiété au trot malhabile? Qui donc rattraperait cet ensemble homogène et compact qui fend l'épaisseur de l'air, se joue de l'espace rejeté aussitôt cavalé? Les champs grillés se confondent en unités beige rayées de bistre. Bientôt l'autoroute, et très vite la frontière. Le volant que les doigts effleurent en prise puissante est guide au long de cette voie unique, où tout se joue en termes de destin frappé par le vent, 200 à l'heure sur l'aimantation d'une fatalité dont l'axe imperturbable annule les craintes et pulvérise la responsabilité en granulation rejetée sur les talus. La liberté s'absorbe en un élan où rien ne surviendra que vol gratuit à travers les clairs espaces hyperboréens quand la fuite se transmute en fusion avec l'énergie première.
Un volume sombre s'interpose. Camions poussifs qui disparaissent sous un énorme chargement de foin débordant de toutes parts. Au-delà, un virage s'incurve vers la droite. Évaluer les intervalles, les allures respectives, distance hasardeuse, mais passage possible. Dépassement en flèche, le tournant est plus proche que prévu. Double débrayage, troisième, queue de poisson, tant pis pour le camion. Le virage est sec. Freinage à l'entrée, relance, 3 coups brefs de volant, le train arrière dérape. Appuyé à fond sur l'accélérateur, raccroché, opération réussie. Éclat de rire. Passage en 4e et recherche d'une cigarette dans le vide-poche. Le camion hurle des insultes à la sirène. Pourquoi une sirène sur un camion? Rien dans le rétroviseur. Coup d'œil par-dessus la portière. 2 motards de la police. Mais qu'est-ce que police, loi ou règle? Insignifiante vétille broutée par des moutons sous le regard flamboyant du bélier. Brins de paille épars avec lesquels on voudrait risiblement enrayer le va-et-vient des pistons. Fétu qu'écrase, annihile le rythme surhumain de 5000 tours par minute, tourbillonnant dans le matin transparent. Les premiers contreforts du massif sont proches. L'aiguille du compteur oscille autour de 210. Sur cette route rectiligne, mais au revêtement médiocre, il faut tenir fermement le volant, ainsi que le rappelle une brusque embardée sur la gauche. Les 2 motards semblent distancés. À l'intérieur de la tête, un grand vide. Le soleil éclabousse les plaques de bitume, frappe les rétines, absorbe machines et pilotes dans ses illuminations de mirages aquatiques métamorphosés en flammes. Un tournant annonce les côtes. Les virages se succèdent, très rapprochés. La 3e stride à plus de 6000 tours. La TR, collée à la route, s'enroule dans les lacets. Les roues arrière, sous le dérapage contrôlé, chassent à chaque courbe. Un homme en guenille tire son petit âne gris dans le fossé. Un masque sec colle au visage. Soudain, s'allonge une ligne droite et plate où s'engouffrer. Presque à son terme, 2 taches surgissent dans le rétroviseur. Sur parcours sinueux, une moto est imbattable, mais les poursuivants seront distancés sur terrain plat. Et quelque part, un chemin latéral offrira une échappatoire. La route descend aussitôt. La déclivité très brutale tombe sur la gauche. Dérapage imparfaitement contrôlé dans le premier virage et, à quelques dizaines de mètres, dans une clarté limpide, un bélier suivi d'un troupeau de moutons descendu de la montagne qui traverse la chaussée. Freiner, débrayer, accélérer au point mort, lancer le moteur à un nombre de tours suffisant pour tenter de rattraper la seconde. Embrayer. Le moteur hurle dans la gamme des aigus, mais la boîte ne casse pas. Seule issue, le bas-côté. Une colonne de poussière jaillit, la TR rebondit, la direction ne répond plus. Le vide s'ouvre. Braqué à droite, redressé, tout se met à tanguer, et brusquement, sur un coup d'accélérateur, récupération du contrôle. Un mur de roc gris tranché de noir ferme la route qui se casse à angle droit. Freinage successif, la TR ralentit mais continue à glisser vers le roc qui grossit, et, calmement, la TR s'immobilise, train avant mordant sur le maigre fossé. Il faut repartir. Et les bras, des bras redevenus ceux d'un homme, météore évanoui, tremblent trop pour être dirigés. Les motards débouchent du virage. Paralysés, les yeux fixent le rétroviseur. Grincement de pneus écorchant l'asphalte, refus de se retourner. Dans le miroir magique, 2 formes s'envolent. Elles voltigent comme des sacs, n'en finissent pas de remplir le champ de vision. Le choc se fait attendre, le choc atroce, bien connu, et qui tarde en une très longue attente. Enfin, un écrasement de tôle, puis un autre, monte du précipice. Et c'est le silence terrible de cette nature de pierre, malgré les bêlements affolés des moutons. Puis les cris d'un homme qui dévale le sentier. Je n'ose pas regarder. Les dents claquent. À tâtons, je recule et, très doucement, repars. Une nausée qui soulève mon diaphragme me contraint à m'arrêter. Agenouillé contre les rochers, secoué de spasmes incontrôlables, je hoquette vainement,
réduit à cette carcasse dont les convulsions me jettent sur une touffe des genêts des montagnes volumineuses et brouillées. Je cherche l'apaisement qui se refuse. Des soubresauts me poussent avec violence, et le blanc des genêts s'agrandit en un monde immense, inconsistant, distordu par mes larmes. L'angoisse serre ses cercles d'acier autour de mon thorax qui étouffe. Le dénouement vient brutalement dans un violent vomissement qui se prolonge par saccades. En m'accrochant aux bosses des rochers, je me hisse debout, cuisses encore vibrantes, jambes filandreuses. Sur moi, en moi, a glissé une fatigue immense. J'ai froid. Immobile, j'attends que 2 hommes bottés, casqués, propres, posent leurs mains gantées sur mon épaule. Leur présence confuse se précise dans mon dos, et déjà je baisse la tête. À grand effort, je tourne ma nuque raidie. Je suis seul, face à un vaste poudroiement de soleil sur les ondulations sèches et nues, et là-haut, la tache blanche du sommet de l'Olympe. Chancelant, je regagne la triomphe, m'affale sur le siège. Les doigts en caressent le cuir, touchent le volant, le serrent, le relâchent. Appuyé au dossier qui m'enveloppe, pieds tâtant les pédales, la puissance de la TR6 me rassemble et me recompose. Les cadrans du tableau de bord constituent un paysage familier qui me rappelle la nécessité de partir, de rouler. La vie, c'est la route. L'oscillation de ces petites aiguilles, ces voyants lumineux, ces boutons. Je lance le moteur et l'écoute tourner sans heurts, suivant un ralenti bien réglé. La plante du pied effleure la pédale d'accélération, l'enfonce, le moteur rugit. Je réitère. Force inentamée. Transmission d'énergie suffisante pour permettre le démarrage. Les 2 motards passent très vite dans le pare-brise, mais je les chasse. Je refuse de penser, de me souvenir. D'abord trouver une route secondaire, m'y enfoncer, ensuite seulement réfléchir. Je repousse l'épreuve. Les virages s'espacent. Une vallée presque verte s'étale en moutonnement. Au loin, un bourg blanc s'élargit sur la route, mais à l'ouest, longeant les contreforts de la chaîne, s'embranche une piste de terre. Mes yeux sont en flammes. Je quitte la piste pour un sentier défoncé, plein nord. Par plaques, le terrain est cultivé. De grosses pastèques vert sombre s'arrondissent sous leurs feuilles racornies. Le sentier conduit à une hutte en pisé, couverte d'un chaume intermittent dans laquelle je dissimule la triomphe, en sachant avec indifférence que nous serons très vite repérés, prêt à tout accepter pourvu que je m'allonge. Je relève les lunettes, me laisse tomber à l'ombre sur la terre dure et roule dans la poussière.